Salut à toutes et à tous, c'est Astou de la chaîne Étrangère, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Astou. J'ai commencé à étudier le Wolof à l'INALCO en 2014. Ensuite j'ai fait un parcours classique, licence, master et maintenant je suis en doctorat en sociolinguistique. Et donc cette chaîne elle a plusieurs objectifs. Tout d'abord je donne des conseils en orientation, notamment pour des personnes qui souhaitent suivre un cursus en langue africaine à l'INALCO. Parce que du coup, en plus de ma casquette d'étudiante, j'ai aussi travaillé dans l'administration de l'INALCO pendant à peu près 2 ans et demi et j'ai aussi enseigné là-bas. Et à côté de cette chaîne YouTube, j'ai aussi une page Instagram où je fais de la vulgarisation scientifique et où j'aborde notamment des thèmes de la sociolinguistique. Aujourd'hui, le livre dont on va parler, c'est plutôt un livre de sociologie. Mais comme vous l'entendez dans son nom, la sociolinguistique, elle est à cheval entre deux disciplines, ce qui fait que c'est vraiment intéressant d'utiliser des concepts qui ont été développés en sociologie pour ensuite voir l'impact que ça peut avoir sur les pratiques linguistiques. Et donc aujourd'hui, le livre dont on va parler, c'est le livre de Vincent de Coljac, La névrose de classe. C'est parti! Alors, La névrose de classe, c'est effectivement un ouvrage qui a été écrit par Vincent de Coljac en 1987, donc il commence à dater un peu, mais comme pas mal de concepts qui ont été développés en sociologie, c'est vraiment un concept qu'on peut utiliser et réutiliser à différentes époques sans que ça pose vraiment problème parce qu'il est toujours aussi pertinent. Et donc pour l'expliquer de façon claire et concise, il me semble que la meilleure façon de procéder, c'est déjà de commencer avec le concept de violence symbolique et de prendre un exemple pour clarifier tout ça. Alors la première chose, vous savez que la société est composée de différentes strates, elle est hiérarchisée en différentes classes sociales et de façon très schématique, on sait qu'on a des groupes qui sont plutôt dominants et des groupes qui sont plutôt dominés. Et les groupes qu'on va appeler dominants, si on les appelle de cette façon, c'est parce qu'ils peuvent exercer un pouvoir sur les autres groupes qui sont eux dominés. Par exemple, ils peuvent exercer un pouvoir politique, un pouvoir militaire ou un pouvoir économique sur ces personnes-là. Et de façon générale, cette position, elle va leur permettre de pouvoir dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, comment les choses doivent être faites, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau social et dans tous les cadres de la vie. Dans le cadre des langues, ça va se manifester par le fait que des personnes qui appartiennent aux classes dominantes, elles vont juger selon leurs propres critères si une personne s'exprime bien ou pas, si par exemple une personne mérite qu'on se moque d'elle, etc. Et l'autre chose qui va être très importante, c'est que les personnes qui sont dominées, elles vont aussi intégrer ces codes-là. Et donc elles vont aussi intégrer que la façon de faire des classes dominantes, c'est la bonne façon de faire, ou c'est la bonne façon de s'exprimer, c'est la manière légitime de faire. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler la violence symbolique. Donc pour vous donner une définition claire, la violence symbolique, c'est un mécanisme de domination sociale dans lequel un groupe impose à d'autres groupes des choix, des opinions, des comportements, en les faisant passer pour légitimes et universels, alors qu'ils sont situés socialement. Et donc en fait, ces dominants, ils ont aussi le pouvoir de créer des institutions et des structures qui vont pouvoir permettre de garantir qu'ils gardent leur place de dominant dans le temps et dans les générations. Du coup, ces institutions, ces structures, elles vont être pensées selon leurs critères. Et du coup, pour pouvoir intégrer ces structures et ces institutions, qui sont souvent des espaces de pouvoir, il va falloir pouvoir répondre aux critères de ces classes-là, critères de conduite, une façon de parler, de s'exprimer, qui va vraiment correspondre aux codes sociaux de ces classes dominantes. Et donc c'est déjà en ce sens-là que la violence symbolique va s'exprimer, puisque les espaces de pouvoir et de domination sont rendus peu accessibles pour des personnes qui appartiennent à des classes dominées. Et le côté pervers de cette violence symbolique, c'est qu'elle est souvent perçue donc comme légitime, et elle fait que les dominés vont souvent penser que cet ordre social, il est totalement légitime, et que d'une certaine façon, ils méritent leur place de dominé. Et donc ça va être aussi une partie importante parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre ensuite la névrose de classe, parce qu'en fait les dominés, ils vont vraiment intégrer un certain nombre de choses qui vont leur faire penser qu'ils sont inférieurs. Donc comme je vous disais, ça peut être par exemple la façon de se parler, certaines manières, certains codes sociaux, le fait d'avoir un certain capital culturel, avoir un certain capital économique, et du même coup avoir accès à un certain nombre de connaissances qui sont connues surtout par les dominants. Donc l'école, ça va souvent être un moment où on va voir cette violence symbolique s'exercer. Par exemple, on peut avoir des parents qui n'ont pas obligatoirement été à l'école, mais qui vont mettre leurs enfants dans les meilleures écoles de la ville, avec l'espoir que ça puisse assurer leur avenir professionnel. Et donc très tôt, ces enfants, ils peuvent être confrontés à des élèves qui ont des parents qui ont été à l'école, même leurs grands-parents aussi, et en fait qui sont très familiers du milieu scolaire. Et ces élèves qui pensent que c'est totalement normal, ils peuvent se montrer moqueurs ou rabaissants
à l'égard de ces élèves pour qui l'école n'est pas un endroit familier et qui doivent apprendre plein de codes et qui sont de ce fait un peu maladroits. Et donc ça peut être des interactions qui peuvent être très culpabilisantes et qui peuvent faire intégrer à ces élèves qu'ils ne sont pas vraiment légitimes et que ce n'est pas normal qu'ils sachent si peu de choses par rapport à leurs camarades qui ont l'air totalement à l'aise. Et le problème dans ces cas-là, c'est que comme les enfants sont assez jeunes, en fait, ils vont pas avoir la distance et le recul pour comprendre ce qui se passe. Et donc dans une société qui va être très hiérarchisée et où on va attendre de façon tacite que chaque groupe ait un certain comportement, ce qui peut se passer, c'est que dès l'enfance, une personne peut intégrer une certaine façon de se percevoir et du coup elle peut penser qu'elle a droit à certaines choses mais qu'elle ne doit pas imaginer aussi qu'elle peut aller trop loin, elle peut penser que certaines choses dans la société, dans la vie professionnelle ne sont pas faites pour elle ou de façon générale pour les gens comme elle ou des personnes de sa classe. Maintenant, l'autre partie qui va être très importante, ça va être la question de l'identité. Vincent de Kovjak, dans son livre, il explique que l'identité, elle est composée de 3 parties. L'identité héritée, l'identité acquise et l'identité espérée. Alors l'identité héritée, ça peut être la culture des parents, ça peut être les différents capitaux dont je parlais, donc le capital économique, le capital social et le capital culturel des parents. Donc en fait, ça va être les ressources que les parents ils vont avoir, donc le réseau que les parents ils ont. Puis au niveau économique, ça va être par exemple l'héritage des parents, ça va être s'ils ont un certain salaire, etc. Et le capital culturel aussi, on peut le déterminer par exemple par le niveau d'éducation des parents, par accès à une certaine culture, etc. Ensuite, l'identité espérée, ça va être un peu comme l'identité qui va être l'objectif qu'un individu il va se mettre, c'est-à-dire la personne qu'il voudrait ou qu'elle voudrait devenir. Et souvent, la personne que cet individu voudrait devenir, c'est souvent influencé par ce que les parents voudraient pour leur enfant, et aussi par leur investissement dans leur scolarité, etc. Et enfin, l'identité acquise, ça va être l'identité qu'on va acquérir, notamment par exemple dans la société française, par l'école, qui va être le moyen le plus connu d'acquérir une certaine situation professionnelle. Et donc dans les cas où ces 3 identités vont être plutôt alignées, c'est-à-dire que l'identité que vous avez héritée de vos parents et votre identité acquise, c'est à peu près les mêmes, vous restez à peu près dans la même classe, et ça va être le cas aussi bien pour des personnes qui appartiennent à des classes dominantes que aussi des personnes qui appartiennent à des classes dominées. Et les cas où il va y avoir une névrose de classe, ça va être les cas où justement ces 3 identités ne sont pas alignées. Donc en fait des transclasses. Donc il peut y avoir des cas de mobilité descendante, donc des personnes qui vont passer d'une classe dominante à une classe dominée. Mais moi dans cette vidéo je vais pas aborder ces cas-là. Là je vais vraiment plutôt aborder les cas de personnes qui appartenaient à une classe dominée et qui vont plutôt être dans une dynamique d'ascension sociale. Et donc si on reprend cet exemple d'une personne issue de l'immigration, donc on peut imaginer que cette personne, grâce à l'investissement de ses parents dans ses études, notamment par exemple pour l'achat de matériel scolaire ou par le fait de lui offrir un cadre qui va vraiment lui permettre de se concentrer complètement dans ses études, mais aussi grâce à l'investissement de cette personne, grâce à des capacités intellectuelles qui correspondent aux attentes de l'école, eh bien cette personne elle peut vraiment réussir ses études et arriver même au point à ce que l'identité espérée par ses parents corresponde à son identité acquise par la voie scolaire. Mais donc si l'identité acquise et l'identité espérée se correspondent, en revanche l'identité héritée, elle peut être particulièrement différente. Et vous vous rappelez que du fait de l'intégration de certains codes, une certaine vision classiste de la société, cette personne, même si elle a réussi d'une certaine façon ses études et sa vie professionnelle, elle peut se sentir à l'intérieur toujours aussi illégitime. Et en fait, c'est justement cette différence entre ces différentes identités qui peut créer une dissonance, un sentiment chez la personne qu'il n'y a pas vraiment de cohérence, et c'est justement là où peut naître la névrose de classe. Et cette névrose de classe, elle va se manifester de différentes façons. Par exemple, la personne, elle peut ressentir de l'anxiété, parce que du fait de toujours se sentir illégitime, elle va peut-être toujours avoir besoin qu'on la valide. Elle peut ressentir aussi de la honte, peut-être parce que malgré ses études, etc., il y a certains codes qu'elle ne connaît toujours pas. Et en présence de personnes qui ont l'air de complètement maîtriser ces codes, ça peut générer un grand sentiment de honte. Ça peut aussi générer par exemple de l'insécurité linguistique, parce que cette personne peut avoir l'impression qu'elle ne maîtrise toujours pas la langue telle qu'il le faudrait. Et en même temps, cette personne, elle peut ressentir aussi une grande culpabilité, parce qu'en quelque sorte, cette nouvelle identité, elle lui fait appartenir à un nouveau groupe, et ce groupe, dans la société, il peut justement être antagoniste de celui auquel elle appartenait auparavant. Donc par exemple des personnes qui avaient des parents ouvriers et qui appartiennent maintenant à un milieu plus nanti, où les codes vont être complètement différents. Et en fait tous ces sentiments négatifs, ils peuvent même mener à de l'auto-sabotage,
parce que d'une certaine façon, il peut y avoir en nous cette voix qui nous dit « tu n'as pas le droit à grand-chose, tu n'es pas grand-chose », et en même temps cette identité acquise qui fait qu'on va avoir un métier qui va être socialement et symboliquement respecté dans notre société. Et en fait, pour faire baisser le stress, l'autosabotage, il va servir à faire baisser cette dissonance, donc cette impression qu'il n'y a pas de cohérence. Et donc comme vous pouvez le voir, cette névrose de classe, elle peut être particulièrement dangereuse parce qu'elle peut être un vrai frein à la réussite, mais aussi au bonheur. Et donc comme vous avez pu le comprendre, la névrose de classe, c'est un mal-être qui peut être vraiment très profond et du même coup, il va vraiment nécessiter un vrai travail sur soi-même. Donc selon moi, une des premières choses qui va être vraiment importante pour se défaire de la névrose de classe, ça va être tout d'abord de travailler sur son identité héritée. Parce que très souvent, ce qui se passe pour des personnes qui appartiennent à des classes dominées, c'est qu'il y a certains parents qui vont beaucoup investir pour que leurs enfants puissent acquérir aux cultures dominantes et du même coup, ils vont même négliger ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Par exemple, ça c'est un sujet sur lequel je reviens beaucoup, la non-transmission des langues. Et en fait, ça va faire que dès le départ, il y a une partie de nous-mêmes qui nous est pas transmise. Et donc en fait, très tôt, ce sentiment de culpabilité par rapport aux personnes de son groupe, par rapport aux personnes de sa communauté, il va déjà être très présent. Parce qu'on a déjà l'impression d'une certaine façon d'avoir trahi en ne connaissant justement pas les codes de son groupe. Donc une chose que je conseillerais de faire, c'est justement de travailler sur ça. Donc effectivement, prendre par exemple des cours. Alors je dis pas que s'inscrire à l'INALCO c'est fait pour tout le monde, il y a aussi des plateformes de cours en ligne dans lesquelles vous pouvez prendre des cours de langues africaines et vous pouvez aussi essayer de lire des livres, vous intéresser à des écrivains de votre pays pour déjà, si ce n'était pas le cas, mieux comprendre d'où vous venez. Vous pouvez aussi poser des questions à vos parents et essayer d'entamer des conversations sur le sujet, sur plus en savoir sur leur histoire, etc. Parce que ça va être une partie importante parce que vous êtes un être aussi historique et le fait de connaître justement cette histoire, ça va vous permettre de mieux vous situer. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait de faire un travail sur soi-même. Donc ça peut être un travail thérapeutique, ça peut être aussi la lecture de livres, notamment en sociologie, parce que comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il y a à la fois une partie sociologique et psychologique qui est très importante dans la névrose de classe. Ça va être aussi important de travailler sur vos représentations. Par exemple, si vous aviez des amis qui vous ont répété tout au long de votre enfance que vous n'étiez pas légitime, qui se moquaient de vous dès que vous faisiez une faute, etc. Ça peut être assez intéressant pour vous d'en parler et de vous défaire de cette image de vous-même. En fait, c'est un peu se défaire du syndrome de l'imposteur. Et en fait, pour finir, vraiment l'idée, ça va être de faire un travail de l'intérieur. Parce qu'en fait, ce voyage à travers les classes, cette ascension sociale, elle fait effectivement en sorte que votre identité, elle change. Et donc si professionnellement, socialement, votre vie change, vous devez aussi faire en sorte que ce changement il se fasse de l'intérieur et donc qu'il se fasse de façon plus harmonieuse pour que vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez encore une fois légitime. Et surtout que vous vous sentiez aligné de l'intérieur. Pour ma part aussi, une des choses qui m'a vraiment aidée, c'est le fait de lire des livres de personnes qui justement parlaient de ce parcours de transclasse. Et c'est aussi le fait de regarder des films qui allaient dans le même sens et prendre le temps de réfléchir à ma vie et d'utiliser par exemple l'écriture autobiographique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira dans votre construction personnelle. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.